Les philosophes de l'éthique aiment à distinguer deux types de morale, le conséquentialisme et le déontologisme. Pour un conséquentialiste, une action est bonne quand elle produit de bonnes conséquences, par exemple quand elle minimise le malheur dans le monde ou quand elle préserve la stabilité d'une communauté. Pour un déontologiste, une action est bonne quand elle répond à un principe, une règle, un devoir ou un système de devoirs, et ce, indépendamment des conséquences qui en résultent. Par exemple, ne pas tuer, même si un meurtre permettait de sauver des dizaines de personnes. Souvent, les déontologistes font appel au droit. Un humain a le droit de se reproduire, il ne sera jamais permis de le stériliser contre sa volonté, même pour éviter la propagation d'une maladie héréditaire et améliorer le bien-être de la population. J'aimerais cependant clarifier ce qui distingue véritablement ces deux types de morale. Est-ce que le conséquentialisme ne pose pas de principes, de devoirs auxquels il ne faut pas déroger? Ben si, maximiser le bien-être dans le monde, préserver la biodiversité, ce sont là des règles, des injonctions, des impératifs catégoriques, comme dirait Kant, qu'un conséquentialiste devra respecter scrupuleusement. Remarquons d'ailleurs qu'il peut être pluraliste et avoir des objectifs distincts qui pourront rentrer en compétition. Ce qui maximise le bien-être n'est pas forcément ce qui préserve la biodiversité. De même, un déontologiste peut suivre plusieurs principes qui, parfois, rentrent en conflit. Fin de la parenthèse. Est-ce que le déontologisme se moque des conséquences d'une action? Nullement. Aucun acte n'est mauvais en soi. Il n'y a pas de mal à serrer son poing le bras tendu en avant. Mais il se trouve que je tiens un revolver et que quelqu'un se tient en face de moi. Mon acte premier entraînera la détente, qui fera sortir violemment une balle de canon, qui perforera la poitrine de mon interlocuteur. Fallait pas me parler. Et de nouveau, une poitrine perforée n'est guère mauvaise en soi. Le problème, c'est que cette perforation provoque, d'une part, l'activation d'un processus nerveux complexe qui aboutit à une souffrance horrible, et d'autre part, la perte de fonction des organes perforés, qui déstabilise le corps, entraînant sa mort organique et dans le même temps, la fin de toute sensation, la mort psychique. Un meurtre n'est pas un acte, c'est une suite de conséquences qui proviennent d'un geste anodin en lui-même. Un déontologiste ne saurait écarter de son champ de vision les conséquences d'un acte sans rendre la plupart des actes moralement neutres. Je pourrais aussi bien parler du dilemme du tramway, dire qu'il n'y a aucun mal à tirer le levier et que si le train se détourne et tue un passant sur la voie, c'est une conséquence, certes prévue, mais une conséquence. Non, ce qui distingue déontologisme et conséquentialisme, au fond, c'est plutôt une série de critères dont je propose une liste. Peut-être pas exhaustive, mais au moins j'en propose une. Premier critère, les déontologistes donnent une grande importance à l'intention derrière l'action. Accident ou meurtre, le résultat est le même, mais il jugera le second bien plus mal. Aidé par altruisme ou par intérêt personnel, même conséquence, même acte, mais il jugera le premier bien meilleur. Un conséquentialiste, tout au plus, dira qu'il est plus utile de blâmer un meurtre qu'un accident, sans voir l'un comme étant pire que l'autre. Deuxième critère, les déontologistes distinguent fortement l'action et l'omission. Rappelez-vous du dilemme du tramway. Ils diront plutôt ne rien faire que de sauver 5 personnes en tuant une. Il semblerait que le déontologiste se soucie moins du monde que de vous-même. Ce qui compte, ce n'est pas tant que le monde aille mieux, c'est que vous soyez propre, que vos intentions soient louables, que vous n'ayez pas de sang sur les mains. Troisième critère, les déontologistes privilégient les conséquences directes d'une action. Et oui, je vous ai dit qu'ils sont obligés de regarder les conséquences. Mais en fait, surtout les conséquences directes. Quand elles sont lointaines dans le temps ou lointaines dans l'enchaînement des causes et effets, elles perdent de la valeur. Si un meurtrier en série est coincé dans les flammes et qu'il n'y a pas de moyen d'appeler la police, ils sentiront néanmoins le devoir de le sauver, même si à l'avenir il tuera d'autres personnes. Mais tuer une personne pour en sauver une autre, ils ne le feront pas, car l'ordre des conséquences est inversé, et car, je vous l'ai dit, ils préfèrent laisser le mal que de le commettre. Quatrième critère, les déontologistes ne pondèrent pas un bien ou un mal graduellement. Ils ne diront pas « tuer quelqu'un qui aurait pu vivre 30 ans est pire que de tuer quelqu'un qui aurait pu vivre 1 mois ». Si le droit à la vie d'un tel est plus grand que le droit d'un autre à être en vacances, ce pourrait être de très longues vacances, de très belles vacances. Le droit à la vie restera infiniment supérieur. De même, entraver un principe, même de peu, c'est l'entraver. Alors qu'un conséquentialiste dira qu'il a presque atteint son objectif, qu'il a globalement répondu à son devoir. C'est en laissant des auteurs déontologistes qu'on se rend compte qu'ils exècrent la mesure, la graduation, le commensurable, le nombre. Petite ou grande souffrance, meurtre ou massacre, leur jugement semble uniformisé. C'est qu'ils ont un regard bien appauvri. J'ai proposé 4 critères, ou plutôt 4 indicateurs du déontologisme par rapport au conséquentialisme. Ce n'est pas que l'un regarde les conséquences et l'autre les principes,
C'est plus compliqué et en même temps plus concret. J'espère, pour le moins, avoir clarifié cette distinction.